Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. L'attachante impératrice Eugénie. Le 11 juillet 1920, la nouvelle tombe. L'académicien Frédéric Masson rédige un hommage dans le journal Le Gaulois qui paraît le lendemain. Je cite : « Celle qui fut l'impératrice des Français est morte hier à Madrid. Elle avait 94 ans accomplis. Jusqu'à sa fin, elle avait si bien conservé l'intégrité de son intelligence et la verdeur de sa volonté qu'elle seule avait résolu et préparé l'opération de la cataracte qui peut-être fut pour quelque chose dans sa mort. » Eugénie de Montijo est née à Grenade en 1826, mais éduquée à Paris chez les Sœurs du Sacré-Cœur. Son père, Don Cipriano de Palafox y Portocarrero, grand d'Espagne, est un afrancesado, c'est-à-dire qu'il a épousé la cause napoléonienne durant le Premier Empire et élevé ses 2 filles dans le culte napoléonien. Une dévotion qu'alimente leur précepteur, qui se nomme Stendhal et Prosper Mérimée. Eugénie est donc déjà une patriote française lorsque sa mère l'emmène au bal de l'Élysée, donné par le prince, premier et unique président de la Deuxième République. Cette entrée dans le monde ne passe pas inaperçue, tant la beauté de la jeune fille est éclatante, sa coquetterie évidente et son audace presque provocante. Des atouts indéniables dans les fêtes insouciantes et les critères du nouveau chic de l'époque. Louis-Napoléon, grand séducteur devant l'Éternel, s'éprend d'Eugénie et entame une cour assidue. S'émerveillant de l'effet de gouttes de rosée sur un trèfle lors d'une promenade dans le parc du château de Compiègne, la jeune Espagnole se voit offrir le lendemain par son prétendant une broche d'émeraudes et de diamants, le trèfle de Compiègne, qu'elle gardera comme un talisman toute sa longue vie. Devenu empereur le 2 décembre 1852, soit 48 ans jour pour jour après le sacre de son oncle, Napoléon III met fin à sa relation avec Miss Howard, une demi-mondaine fortunée qui l'a aidé à se hisser à la présidence de la République, et annonce son projet de mariage avec Eugénie. Je cite : « Celle qui est devenue l'objet de ma préférence est d'une naissance élevée, française par le cœur, par l'éducation, par le souvenir du sang que versa son père pour la cause de l'Empire. Elle a, comme espagnole, l'avantage de ne pas avoir en France de famille, à laquelle il faille donner honneur et dignité. Douée de toutes les qualités de l'âme, elle sera l'ornement du trône. Comme, au jour du danger, elle deviendrait un de ses courageux appuis. Catholique et pieuse, elle adressera au ciel les mêmes prières que moi pour le bonheur de la France. Gracieuse et bonne, elle fera revivre dans la même position, j'en ai le ferme espoir, les vertus de l'impératrice Joséphine. Je viens donc, messieurs, dire à la France : j'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte à une femme inconnue dont l'alliance eût eu des avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de dédain pour personne, je cède à mon penchant, mais après avoir consulté ma raison et mes convictions. » Le dédain de certains ministres, justement, pour celle qu'ils appellent l'Espagnole, en écho à Marie-Antoinette l'Autrichienne, ajoutés à ces phrases que passées, ne sont sans doute pas pour rien dans le choix de l'empereur. Malgré la présence indéniable d'amour entre les fiancés, certains qui voient en la future impératrice une ambitieuse superficielle et bigote ironise, à l'instar de Victor Hugo, qui chante méchamment que l'aigle épouse une cocotte, ou Victor de Persigny, qui la traite de lorette. Seule la reine Victoria apporte son crédit à la jeune femme, dont la grand-mère de l'Europe restera intime jusqu'à sa mort. Devenue impératrice, Eugénie va vivre corps et âme son amour pour la France et influer sur de nombreux domaines dans un pays en pleine mutation. Refusant une parure de diamants que souhaite lui offrir son mari, elle ordonne que la somme soit investie dans la construction d'un établissement d'éducation gratuite pour les jeunes filles pauvres, que l'architecte dédié réalise en forme de collier pour l'anecdote. Elle est baptisée la maison Eugène-Napoléon, en l'honneur de son fils, né le 16 mars 1856, sous une rafale de 101 coups de canon.
Le couple impérial annonce solennellement prendre pour filleul tous les enfants nés ce jour-là. On compte quelques 3000 petits pensionnés, tandis que le jeune prince a pour parrain le pape Pie IX. Profondément catholique, l'impératrice impose à son mari la défense du pape par les armes et l'engagement du pays dans la création des zouaves pontificaux en 1861, alors que l'unification italienne en cours menace le Vatican. Napoléon III se positionne, lui, en faveur du soutien au Risorgimento, après l'arrivée très remarquée à Paris de la romanesque et irrésistible espionne italienne, la Castiglione. Je vous invite à réécouter l'épisode 7 d'Encre d'Histoire, la Castiglione, comtesse, espionne, courtisane et artiste. Eugénie fait preuve d'influence dans le projet d'ouverture du canal de Suez mené par Ferdinand de Lesseps contre les Anglais. Elle vient en personne l'inaugurer en 1869 à bord de l'Aigle, après un passage remarqué à Constantinople au palais de Beylerbeyi sur la rive asiatique du Bosphore. Un événement qui à la fois consacre l'amitié franco-turque et les rivalités anglo-françaises. Les choix politiques du couple n'ont pas toujours été couronnés de succès. L'invasion du Mexique et la guerre de 1870 contre la Prusse se soldent par des désastres qui entretiennent la réputation souvent erronée de Napoléon III comme celle d'un piètre souverain et d'Eugénie comme d'une manipulatrice aventureuse. C'est là un raccourci un peu hâtif. À l'intérieur, Eugénie se fait protectrice des arts et voue un véritable culte à la malheureuse qui l'a précédée, Marie-Antoinette. Vivant dans les meubles de son idole et les appartements qu'occupait Louis XVI à Saint-Cloud, l'impératrice s'efforce de suivre les exigences de la reine et fait restaurer avec un respect religieux les meubles et objets qui lui ont appartenu. Elle participe à la création du style Napoléon III, inspiré des styles anciens mais plus ostentatoires, plus tape à l'œil, les dorures et incrustations de nacre tranchant avec le poirier noirci pour répondre au goût du jour, bling bling comme on dirait aujourd'hui. Proche de Prosper Mérimée, son professeur, de Jean-Baptiste Carpeaux, auteur d'une ravissante sculpture du prince impérial et de son chien Nero, de Jacques Offenbach, dont l'orchestre bat la mesure lors de l'inauguration en grande pompe de l'Hôtel de la Paix en 1862, muse du peintre Franz-Xavier Winterhalter, ami de Pierre Loti qu'elle éblouit, arborant ses initiales et celles de son mari impérial sur la façade de l'Opéra Garnier, Eugénie accompagne tous les mouvements qui foisonnent en cette deuxième moitié du XIXe siècle. L'impératrice est coquette et ne s'en cache pas. Marie-Antoinette ne l'était-elle pas, elle aussi ? Sa collection de bijoux est considérée comme la plus importante de son époque. Elle fait la mode et pour valoriser sa jolie silhouette, abandonne la crinoline au profit de la tournure. Ainsi, le ventre semble plus plat et l'ampleur ne joue plus qu'en bas du dos. Le corset lui aussi évolue à son instigation, comme le rappelle le docteur O'Followell dans Le Corset en 1905. Je cite. Sous le Second Empire, les corsets s'échancrent du haut et se raccourcissent du bas. Ils dégagent les seins et font valoir la taille. L'impératrice Eugénie avait de trop belles épaules pour ne pas les montrer au grand jour. Les anecdotes abondent qui prouvent que les dames de la cour ne se firent pas prier pour imiter leur souveraine. Réécoutez à ce sujet l'épisode 22 d'Encre d'Histoire, divagation autour du corset et de la libération de la taille. Eugénie fait d'ailleurs rebaptiser la commune de Marne-les-Saint-Cloud, où elle a passé sa lune de miel, en Marne-la-Coquette. Le chemin de fer s'étant développé, la cour de Napoléon III est plutôt vagabonde. Des bains de mer aux stations thermales, les mondanités s'exportent. L'impératrice est la reine de Biarritz, où Napoléon III lui a fait construire la Villa Eugénie, actuel hôtel du Palais, ou du Cap Saint-Martin, où elle côtoie sa chère amie Élisabeth d'Autriche, dite Sissi. Avide de voyages et de lecture, Eugénie cultive sa curiosité et sa vivacité. Sensible à la cause des femmes, elle intervient pour que la Légion d'honneur soit remise à Rosa Bonheur et que soit octroyée à la journaliste Julie-Victoire Daubier l'autorisation de présenter le baccalauréat. Une jolie victoire pour l'époque, déjà belle. La cruellement surnommée Badinguette soutient Victor Duruy sur le projet d'éducation des jeunes filles et favorise l'accessibilité des femmes aux écoles de médecine. Elle-même est chargée de la responsabilité de la régence lors du départ de son mari à la guerre, dont il reviendra prisonnier,
avant de mourir en exil en 1873 en Angleterre. L'issue catastrophique du conflit alimente les critiques des républicains, royalistes ou libéraux, qui rendent tous le couple impérial responsable de la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France. Eugénie se réfugie en Angleterre avec son fils grâce à l'aide du docteur Evans. Ainsi, l'empereur, sa femme et le petit prince sont à nouveau réunis. Après la mort de son mari, fils de Louis Bonaparte et Hortense de Beauharnais, elle se consacre à l'éducation de Louis-Napoléon, multipliant les voyages de par l'Europe. En 1879, la décision du prince de s'engager dans l'armée britannique et partir en Afrique du Sud combattre les Zoulous est fatale. Terrassée par l'affreuse nouvelle, Eugénie proclame « Ou bien la douleur m'usera, ou je l'userai ». Elle entreprend un pèlerinage à Zululand. Il faut donc croire que la seconde option a eu le dessus. Survivante à son fils plus de 40 ans, avec la même vigueur d'esprit et le même enthousiasme intellectuel que toujours, nourrie de voyages et de lectures, encore, une alimentation saine, faut-il croire. Sa lettre à Georges Clemenceau en 1917 concernant l'affaire de l'Alsace-Lorraine, alors qu'elle a plus de 90 ans, et rappelle la mauvaise foi exprimée par le roi de Prusse Guillaume Ier, presque 50 ans plus tôt, est probablement la preuve de toutes ses qualités et de son inconditionnelle dévotion pour son pays d'adoption, la France. Après avoir vécu une vraie ou une fausse gloire selon le prisme du regard, la grandeur, la chute, le deuil, l'humiliation, la survie, la superbe Eugénie a toujours conservé sa volonté et sa grâce, sa vivacité et son intelligence, son amour pour son pays d'adoption et sa dévotion aux causes qui lui semblaient justes et qui font d'elle un personnage hors du commun, d'autant plus attachant que ses contemporains l'ont à tort tant décrié. C'est donc pleine d'une contradiction touchante, brillante même, que la catholique mondaine, la dévote fêtarde, traverse et inscrit de son empreinte, pas loin d'un siècle de l'histoire, et pas du moindre,